Quand vous marchez dans n'importe quelle grande ville, où que ce soit dans le monde, vous tombez toujours sur les mêmes enseignes. Des restaurants, des cafés, des magasins, des agences immobilières. Ils se ressemblent partout. Derrière cette uniformité rassurante se cache un système économique majeur, la franchise. Savez-vous que dans le monde, on estime qu'il existe plus de 2 millions de points de vente franchisés? Et que rien qu'aux États-Unis, la franchise pèse près de 800 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. En France, c'est un phénomène massif, environ 85 000 points de vente franchisés, et le modèle emploie directement plus de 700 000 personnes. On parle d'un des moteurs du commerce moderne. Donc oui, la franchise n'est pas un détail, elle structure nos modes de consommation. Mais alors, à qui profite-t-elle vraiment? Aux grandes marques, qui se démultiplient? Aux entrepreneurs indépendants, qui investissent leurs économies? Ou aux consommateurs, qui trouvent confort et familiarité? Dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans l'univers de la franchise, comment ça marche, ses avantages, ses pièges, et surtout, essayer de répondre à cette question simple mais explosive, la franchise est-elle vraiment un partenariat gagnant-gagnant? Ou est-ce une machine savamment huilée qui profite surtout à certains? La franchise, ce n'est pas un phénomène récent. On trouve des traces dès le 19e siècle aux États-Unis, quand de grandes entreprises comme Singer, fabricants de machines à coudre, ou Coca-Cola ont commencé à distribuer leurs produits par des partenaires indépendants. Selon la Fédération française de la franchise, FFF, une création de commerce sur 5 en France se fait aujourd'hui en franchise. Le modèle repose sur un couple, d'un côté, le franchiseur, celui qui détient la marque, le concept, le savoir-faire, et de l'autre le franchisé, l'entrepreneur local qui investit son argent et son temps pour exploiter ce concept sur un territoire donné. Le contrat de franchise, c'est un accord clé, le franchisé paie souvent un droit d'entrée, puis verse des redevances régulières, qu'on appelle royalties, en échange de l'utilisation de la marque, de la formation, de l'assistance, et d'une promesse, vous entreprenez, mais vous ne partez pas de zéro. En théorie, c'est simple. Un échange entre expérience et capital. Mais en pratique, c'est beaucoup plus subtil et parfois plus déséquilibré. Côté franchiseur, c'est une aubaine. Au lieu d'investir des millions dans chaque ouverture de magasin, ils laissent les franchisés financer eux-mêmes leur commerce. Résultat, le réseau grandit vite, la marque se développe, mais avec un risque limité pour le siège. Ses avantages sont multiples, homogénéité de l'image, revenus quasi garantis grâce aux redevances, et une présence accrue sur le marché. Prenons l'exemple de McDonald's. L'enseigne est propriétaire du concept, de la recette marketing, et facture l'utilisation de sa marque à ses franchisés. Les franchisés prennent les risques, paient l'emplacement, les salariés, mais la marque, elle, engrange une partie de leur chiffre d'affaires même en cas de difficulté locale. Le revers de la médaille? Le franchiseur doit aussi maintenir la cohérence, surveiller la qualité, gérer la communication de crise si un franchisé dérape, ou encore négocier des relations parfois tendues. Car si un franchisé se sent lésé, il peut attaquer le franchiseur en justice. Mais dans l'immense majorité des cas, le rapport de force reste très favorable à la grande enseigne. Exemple McDonald's. 95% des restaurants dans le monde sont franchisés. Le groupe réalise une part énorme de son chiffre grâce aux redevances et aux loyers. McDonald's est aussi propriétaire de très nombreux terrains et locaux que les franchisés louent. En 2023, McDonald's a dégagé plus de 25 milliards de dollars de chiffre d'affaires, avec une marge nette d'environ 30%. Le modèle est extrêmement profitable pour le siège. Exemple Carrefour, 60% des magasins en France sont franchisés, Carrefour City, Carrefour Contact, etc. Cela permet au groupe de quadriller le territoire à moindre coût. Exemple Yves Rocher, 70% des points de vente sont franchisés, ce qui a permis à la marque de devenir la numéro 1 de la cosmétique en centre-ville français. Les franchiseurs s'assurent une croissance rapide, mais pour le franchisé, la réalité est plus nuancée. Quand vous ouvrez une franchise, vous bénéficiez d'un concept éprouvé. Vous ne partez pas dans l'inconnu, vous profitez de la notoriété immédiate de la marque. Vous avez du matériel marketing fourni,
une formation, parfois même des conditions avantageuses pour vos fournisseurs. Certains franchisés s'en sortent très bien. Ils gagnent correctement leur vie, développent plusieurs points de vente, deviennent de véritables petits patrons puissants dans leur région. Mais derrière les success stories, il y a aussi des histoires plus difficiles. Les investissements initiaux sont lourds, plusieurs centaines de milliers d'euros parfois. Les marges sont réduites, car une partie des bénéfices part toujours en royalties. Et surtout, la liberté est limitée, impossible de changer un produit, de modifier un menu ou même de décorer votre établissement comme vous le voulez. Beaucoup de franchisés témoignent. Nous sommes techniquement indépendants, mais dans la pratique nous avons un supérieur, le franchiseur. Certains parlent même de salariat déguisé, sauf que le risque n'est pas porté par l'employeur, mais par l'entrepreneur lui-même. Exemple réussite, certains franchisés McDonald's ou KFC possèdent plusieurs restaurants. Un franchisé avec 5 ou 6 points de vente peut générer plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires annuel et devenir une entreprise locale puissante. Exemple échec, certains franchisés Quick en France, avant le rachat par Burger King, ont dénoncé des marges trop faibles malgré des investissements lourds. Ouvrir un Quick coûtait entre 1 et 2 millions d'euros. Droit d'entrée moyen en franchise en France, entre 15 000 et 50 000 euros, mais cela peut grimper à 100 000 euros et plus pour des enseignes très renommées. Investissement global souvent de 200 000 à 500 000 euros pour ouvrir un restaurant rapide, hors foncier. Exemple tension. En 2020, un collectif de franchisés Subway France a dénoncé publiquement le manque de rentabilité du modèle et la dureté des conditions contractuelles. Beaucoup affirmaient gagner à peine un SMIC après avoir investi plus de 100 000 euros. Et pour le client alors? La franchise, c'est une promesse rassurante, où que vous soyez, vous savez que votre café Starbucks aura le même goût, que l'expérience sera identique. C'est confortable, surtout dans un monde accéléré. Mais il y a aussi un prix, la standardisation. Les centres-villes finissent par se ressembler partout, les petits commerces locaux ont plus de mal à résister. L'uniformité écrase parfois la diversité culturelle. Donc oui, le consommateur gagne en confort, mais il perd un peu en authenticité. Exemple rassurant, un client Starbucks à Shanghai ou à Paris sait exactement ce qu'il trouvera. C'est la promesse de confort. Exemple uniformisation, les rues commerçantes de villes moyennes en France, Mulhouse, Reims, Angers, ou de nombreux commerces indépendants ferment, remplacés par les mêmes chaînes nationales. Plusieurs urbanistes parlent d'une standardisation mondiale des centres-villes. Certaines franchises se permettent d'appliquer un surcoût uniquement grâce à la marque. Comparatif simple, un café Starbucks à 4 à 5 euros, contre un café en bistrot traditionnel à 1,50 €. C'est ici que les débats s'animent. La franchise est souvent accusée de n'être qu'un leurre entrepreneurial. Vous croyez être votre propre patron, mais vos marges de manœuvre sont infimes. Les litiges juridiques sont nombreux, contrats jugés abusifs, dépendance économique, rupture brutale, franchisés ruinés. Sur le plan sociétal, la critique porte aussi sur l'uniformisation des paysages urbains, la McDonaldisation des villes. Quels que soient les pays, on retrouve le même schéma. On sacrifie la couleur locale au profit de l'efficacité globale. Certains pays ont réagi. En France, par exemple, la loi Doubin impose une information précontractuelle aux franchisés, pour limiter les abus. Mais malgré cela, les déséquilibres restent forts. Le groupe Pizza a chuté, a été poursuivi plusieurs fois par des franchisés dénonçant des marges intenables et des conditions jugées abusives, en particulier sur l'approvisionnement imposé. Exemple médiatique. Subway, encore une fois, critiqué pour sa stratégie agressive de multiplication des franchises. Certains franchisés se retrouvent avec des restaurants en concurrence directe, à quelques rues de distance. Stade global, selon une enquête 60 millions de consommateurs, près de 40% des franchisés interrogés jugeaient la rentabilité de leur affaire inférieure à leurs attentes, et 25% se disaient en détresse financière. Exemple sociétal, à Paris, selon une étude de l'Atelier parisien d'urbanisme, 50% des commerces de certaines grandes artères sont issus de chaînes ou franchises,
ce qui menace l'identité locale. Alors, quel futur pour la franchise? On voit apparaître de nouveaux modèles, les micro-franchises, accessibles avec des capitaux plus modestes, des franchises plus digitales, centrées sur la livraison et le e-commerce. Mais la grande question, c'est, la franchise saura-t-elle s'adapter aux nouvelles attentes des consommateurs? On parle de durabilité, de proximité, de circuits courts, et là encore, le modèle uniforme et mondial semble en contradiction. Peut-être qu'on se dirige vers un modèle hybride, un peu de standardisation, mais plus de place pour l'adaptation locale. Exemple micro-franchise, certaines enseignes comme Vélo Smoothie, ou des concepts de service à la personne testent des modèles où l'investissement initial est inférieur à 20 000 €. Exemple digital, des franchises 100% basées sur le e-commerce ou la livraison comme des dark kitchen franchisés, marques de burgers ou sushis virtualisés, uniquement en livraison. Exemple durable local. Biocoupe en France, qui est un réseau coopératif, alternative à la franchise, classique, attire car il laisse plus d'autonomie locale. Plus 5% de croissance annuelle du secteur franchise en France entre 2015 et 2022, mais les consommateurs exigent de plus en plus de responsabilité sociale et écologique. Alors, à qui profite la franchise? Certainement d'abord aux franchiseurs, qui limitent ses risques tout en multipliant ses revenus. Potentiellement aux franchisés, si le projet est bien calibré et que la gestion est efficace. Et bien sûr aux consommateurs, mais au prix d'une homogénéisation des expériences. La franchise n'est ni un piège absolu, ni une solution miracle. C'est un outil, un système, et comme tout système, il profite surtout à ceux qui savent parfaitement l'utiliser. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que, selon vous, une franchise est une vraie opportunité pour un entrepreneur, ou une illusion d'indépendance? Dites-le moi en commentaire. Quand on regarde les chiffres froidement, les franchiseurs sont clairement les grands gagnants en termes de sécurité et de marge. Les franchisés, eux, sont dans une situation à haut risque, grande réussite possible, mais aussi endettement et perte d'indépendance. Et les consommateurs? Satisfaits par la constance, mais au prix d'une uniformisation du monde. La franchise, c'est donc un outil puissant. Mais comme tout outil, sa valeur dépend de qui l'utilise et comment il l'utilise.